On va commencer avec vous, Mathieu. Bonjour. Vous Bonjour. êtes président de My3D. En quelques mots, votre start-up, expliquez-nous, Alors, présentez-vous. moi j'ai 20 ans aujourd'hui, j'ai créé My3D il y a déjà 3 ans. On est une startup qui est spécialisée dans l'impression 3D en général, donc de prototypes simples aux prototypes très compliqués dans des matériaux comme le PIC, qui sont les nouveaux matériaux de l'impression 3D pour répondre aux besoins technologiques. Et depuis 2 ans, on s'est spécialisé dans le biomédical avec le lancement d'un exosquelette entièrement imprimé en 3D qui permet à n'importe quelle personne avec un handicap moteur de pouvoir remarcher. Donc, au départ, une orientation médicale à la base pour ce projet Somanity, c'est ça, vous l'avez baptisé. Ouais, voilà, sur ce projet Somanitique, on a décidé de lancer vraiment une vision médicale de la chose qu'on a après déclinée sur d'autres marchés, notamment le marché du spatial avec l'Agence spatiale européenne et le marché de la prévoyance avec certaines mutuelles qui sont intéressées justement par ces exosquelettes Alors, pour. justement, qu'est-ce qu'apporte le spatial? Alors, pour une personne handicapée, on peut bien voir l'intérêt et l'atout. Pour vous parler de spatial, Alors le comment le spatial, spatial est venu à vous d'abord? il est un peu venu à nous par hasard parce qu'on cherchait un marché d'amorçage qui nous permettait de financer justement plus facilement cet exosquelette médical, parce qu'il y a beaucoup plus aujourd'hui de subventions et d'argent dans le domaine du spatial. Et on a fait un constat, justement, on en a parlé avec ces lanceurs qui atterrissent tout seuls et le fait qu'on veuille absolument aller sur Mars, c'est qu'on est en train de prévoir d'aller sur d'autres planètes, mais on ne sait pas ce qu'on fera quand on y arrivera, dans quel état on sera après 6 mois passés en microgravité. Donc c'est ce que vient faire notre exosquelette. Il va permettre de réduire les effets de la microgravité sur le corps humain en forçant la personne à faire du sport en permanence. Ça, on l'allie d'ailleurs justement avec un système d'intelligence artificielle et de signaux microélectriques pour stimuler les muscles. Et après, on a aussi l'exosquelette de force, qui est un peu l'exosquelette qu'on connaît tous, qu'on voit dans les films, qui permet aux colons de pouvoir transporter des charges plus lourdes et de s'installer plus facilement. Donc, et ça qui adresse un peu plus l'industrie, du coup, aujourd'hui. Vous avez déjà donc des signes d'intérêt d'entreprise, racontez-nous. Nous, justement voilà, surtout des mutuelles au niveau de l'exosquelette de prévoyance. Après, sur le domaine de l'industrie et du spatial, on est sur le chemin classique avec l'Agence spatiale européenne ou le CNES. Euh, donc voilà, nous, on vient vraiment proposer ces solutions en appui à notre projet sur le médical, qui est vraiment notre cœur de métier et notre volonté, voilà, de pouvoir développer justement cet exosquelette qui permettra à n'importe quelle personne avec un handicap de pouvoir revivre normalement. Mais pour vivre de votre exosquelette, il faut qu'il soit développé sur ces marchés-là, clairement. Exactement. Si on veut arriver aujourd'hui à lever les sommes qu'on veut lever et à pouvoir récupérer ce qu'on doit récupérer pour développer un projet comme celui-là. Un exosquelette, ça peut être le corps, le bras, la jambe, tout. Cet exosquelette qu'on a fait, il est modulable, surtout pour les personnes atteintes de handicap. Moi, je le fais d'abord parce que j'ai un ami qui est atteint d'une sclérose en plaques, qui, pendant ses crises, durant la sclérose en plaques, ne peut plus marcher du tout. Donc à ce moment-là, on est sur un exosquelette complet. Mais hors crise, il va avoir juste une difficulté sur la jambe gauche. Donc à ce moment-là, on va adapter juste un exosquelette sur la jambe gauche pour lui permettre de remarcher et d'avoir une aide à la marche. Sachant que voilà, on n'est pas sur les mêmes dispositifs, parce que pour une personne paraplégique, on va devoir avoir une assistance totale avec une stabilisation gyroscopique de la personne dans l'espace pour éviter qu'elle tombe. Pour une personne qui a juste un peu de mal à marcher, qui a besoin d'une aide et d'un appui, à ce moment-là, on pourra se servir déjà de signaux microélectriques qu'on pourra récupérer au niveau du muscle de l'autre jambe, par exemple. Et pour tout ce qui va être justement industriel, c'est pareil, ça va être vraiment aux besoins, en fonction des besoins. Sur l'industriel, on vise à vendre des exosquelettes, enfin, comme le médical, beaucoup moins cher que ce qui existe pour les rendre plus accessibles. Euh, Tout ce qui est exosquelette industriel nécessite beaucoup moins j'ai envie de dire, d'ergonomie qu'un exosquelette médical. Parce qu'un exosquelette médical, il faut qu'on puisse le porter dans la rue, il faut qu'on puisse passer des portes avec. Pour de la prévoyance ou du spatial, on cherche vraiment la force plutôt que le design et le côté joli de la chose. Alors juste une petite précision. Pour l'industrie, ça va aider à apporter des poids, c'est ça? À faire de la manutention, par Ouais, exemple. c'est ça, c'est surtout et c'est là que les mutuelles y voient leur intérêt, c'est qu'on va permettre à certains salariés de grosses sociétés qui font de la manutention ou du traitement de charges lourdes d'éviter d'avoir des maladies comme des hernies ou des maladies qui vont se poser dans le temps et du coup créer un handicap à la fin. On vient vraiment avoir une économie en achetant un exosquelette dès le début qui leur coûtera bien moins cher que ceux de la concurrence
et d'éviter derrière des opérations à répétition ou des arrêts maladie. Alors, selon la sécurité sociale, c'est ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques et c'est la première cause d'indemnisation pour maladie professionnelle en France. Donc, il y a forcément un marché qui s'ouvre. Tout ça, c'est imprimé en 3D. Alors, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de proposer des coûts très bas de fabrication, c'est l'impression 3D, parce qu'aujourd'hui, moi, quand je casse un prototype ou que le prototype ne me va pas, je vais rebroyer le plastique et refaire une nouvelle bobine en plastique recyclé. Pour une vision d'industrialisation, on ne sera peut-être pas sur de l'impression 3D. On vise d'autres techniques de moulage, d'injection ou de réalisation de coques, par exemple en carton laqué, qui permettent de recycler le carton entièrement sans avoir à utiliser de plastique. On cherche à rester sur cette dimension de RSE qu'on a avec l'impression 3D et l'utilisation de plastique recyclé. Voilà. Aujourd'hui, la technologie d'impression 3D, on s'en sert vraiment pour développer notre prototype. Je l'ai entendu tout à l'heure, on est en start-up, pour l'instant on est en autofinancement, donc on est obligé de faire attention aux coûts qu'on va mettre en place pour notre développement. Les prochaines étapes là, de votre développement, justement? Les prochaines étapes, c'est le lancement de notre deuxième version d'exosquelette. On a lancé la première version il y a déjà 6 mois. On a eu certains retours clients sur ce qu'on a pu faire, certains retours utilisateurs. Et là, on va lancer justement la deuxième version et entamer notre première levée de fonds par rapport à ça. Alors, et l'intelligence artificielle dans tout ça. C'est ce qui nous réunit aujourd'hui. L'intelligence artificielle, elle intervient dans beaucoup de domaines, que ce soit dans l'impression 3D ou dans la réalisation de l'exosquelette. Ça paraît plus logique dans l'utilisation de l'exosquelette, sur la communication entre les exosquelettes, l'algorithme qui va calculer le fait que la personne ne va pas tomber. Dans l'impression 3D, c'est un peu plus compliqué à voir, parce qu'on a juste l'impression que c'est un ordinateur qui va donner un ordre classique, comme quand on veut imprimer une feuille de papier. Mais c'est plus complexe que ça. Nous, par exemple, sur l'impression 3D, on peut avoir des échecs. La pièce, elle peut se décoller à un moment, l'impression, elle peut rater. Et pour éviter ça et éviter d'avoir un technicien qui est constamment devant une machine, on peut mettre une caméra qui va, un peu sur le principe de la reconnaissance faciale, reconnaître certaines erreurs de l'impression 3D et stopper la machine ou prévenir un technicien qui pourra venir. Donc on va pas remplacer l'humain, comme on l'a déjà dit, mais lui permettre de gagner du temps et de faire autre chose en même temps. Vous travaillez avec des imprimantes 3D en plus Oui, local, niçoise de chez Volumique 3D. De collaboration d'écosystèmes, c'est aussi c'est important. Ça a été logique pour nous de rester sur du local, notamment même dans le recyclage de notre plastique. On le fait recycler à Saint-Égulphe. Donc on reste sur un rayon de moins de 60 km pour l'achat de nos machines ou de notre plastique. Sachant qu'aujourd'hui, Volumique, ça a été nos premiers partenaires, ça a été les premiers quand on est allé les voir, parce que faut avouer qu'on est assez jeunes tous dans la start-up que je dirige aujourd'hui. C'est les seuls qui n'ont pas considéré l'âge, mais ont considéré le projet avant tout. Combien vous êtes à travailler On est une quinzaine aujourd'hui. Quand même, c'est une belle petite start-up. Quand même. Et alors, est-ce que vous avez tout développé en interne? Est-ce que vous avez tous, dans cette quinzaine, des compétences en intelligence artificielle, une formation? Quelles sont vos... Alors pour l'instant, on a tout développé en interne par rapport à des compétences qu'on a pu acquérir à travers nos parcours de vie qui restent du moins assez courts parce qu'on est tous encore une fois très jeunes. Moi, par exemple, j'ai pas fait d'école d'ingénieur pour développer cette première version d'exosquelette. Je me suis renseigné sur Internet, c'est comme ça que j'ai pu la développer. C'est-à-dire juste avec des tutos À peu près, ouais. D'accord. J'ai dû faire 3 mois en IUT génie électrique et informatique industrielle, d'où je me suis fait renvoyer. Et aujourd'hui, je suis totalement à l'opposé. Je suis à Schema, donc en école de commerce, pour étudier peut-être la partie que je connais le moins des marchés. Donc, ça veut dire que c'est accessible. L'intelligence artificielle, c'est aussi le sujet. Voilà, c'est ça qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on a plein de choses open source qu'on peut trouver sur Internet, de tutos. Et il faut juste de la passion et du temps. Et avec ça, on peut arriver à faire des exosquelettes comme on peut développer aujourd'hui, ou même à développer d'autres technologies sans avoir obligatoirement besoin d'être passé par une école d'ingénieur. Vous n'allez pas chercher des partenaires extérieurs, Alors, pour l'instant en tout cas. On commence, ça a été difficile au début d'aller chercher des partenaires de par ce qu'on proposait et notre âge, avec des concurrents sur le marché qui sont déjà très agressifs au niveau de la technologie qu'ils proposent. Donc on a dû un peu dès le début faire notre petit bout de chemin et arriver avec un prototype pour qu'on puisse commencer à nous croire sur les technologies qu'on pouvait proposer et ce qu'on pouvait apporter sur le marché de l'exosquelette aujourd'hui. Combien de temps il faut pour imprimer un exosquelette Aujourd'hui, on le fait à peu près en 3-4 jours. Sur combien de machines? Sur 3 machines. Facile.
Ouais, Ça semble. c'est rapide. La levée de fonds que vous prévoyez, c'est pour passer à une étape d'industrialisation, pardon. Oui, exactement. Et pour verrouiller nos équipes, parce qu'aujourd'hui, même si on commence à construire une équipe avec un noyau dur qui est là depuis longtemps, on a quand même vachement de turnover. Sur 15 personnes, on va avoir par exemple 5 personnes qui sont en stage ou en alternance et qui vont vachement bouger. Cette première levée de fonds, elle va te permettre déjà de nous projeter dans d'autres locaux qui sont plus grands et plus adaptés, avec notamment un laboratoire de recherche qui sera dédié au développement de cet exosquelette, donc on puisse un peu se professionnaliser là-dedans, ce qui nous permettra aussi de convaincre certains de nos partenaires. Sans IA, ce serait possible, ce développement-là, de cette façon-là? Ce serait compliqué. Ce serait compliqué parce qu'on perdrait du temps humain et du temps de travail sur la réalisation de cet exosquelette, notamment par l'impression 3D. Demain, si vous me demandez de coder un algorithme qui permettra à quelqu'un de marcher sans intelligence artificielle, ça va être très compliqué. Puisque du coup, la machine ne va pas pouvoir apprendre d'elle-même à chaque fois qu'elle va chuter. Je vais devoir rentrer la donnée moi-même. C'est pas imaginable, évidemment. Très bien. Ben, merci beaucoup. Merci. Mathieu. Julien Muller, à côté de vous. Bonjour. Vous êtes cofondateur, vous, de ESACO, alors un peu plus antérieur, en 2011. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'activité d'ESACO? Oui, tout à fait. On fait de la détection d'anomalies sur séries temporelles. Alors, vous allez nous expliquer tout ça. C'est des gros mots techniques pour dire qu'on s'intéresse aux séries temporelles. Donc, en fait, des données qui varient dans le temps. En réalité, c'est quelque chose qui est très commun. C'est toute donnée de capteur, un thermomètre qui remonterait une information de température toutes les minutes, par exemple. Ou en fait, toute machine complexe qui fournit un certain nombre d'informations sur elle-même. Et on se rend compte qu'il y a de plus en plus de machines complexes. Donc, vous commencez à porter des montres connectées, des wearables. Dans l'industrie, on voit que les machines de production sont de plus en plus électroniques. On essaie de plus en plus à les refit, donc à les monitorer de l'extérieur. Et on a de moins en moins la capacité à comprendre exactement comment ça fonctionne et ce qu'on est en train de monitorer, de surveiller. Et l'utilisation de l'intelligence artificielle dans ce contexte-là, c'est pouvoir prendre un très grand nombre de paramètres qu'on n'a pas nécessairement besoin de comprendre individuellement. On va pouvoir apprendre des fonctionnements normaux, ce qui nous permettra d'identifier le moment où il y a des comportements anormaux. Donc le moment où l'humain doit s'intéresser à la donnée. Globalement, jusqu'à présent, par exemple, si vous aviez des satellites, avant on mettait une dizaine d'humains à surveiller le satellite à plein temps. Et aujourd'hui, ce serait de moins en moins possible parce que les satellites sont de plus en plus complexes et remontent de plus en plus d'informations, que même si on mettait une dizaine d'humains à surveiller le sujet, ils ne seraient pas capables de traiter toutes ces informations en temps réel. Donc l'IA devient de plus en plus une obligation en fait, dans ce contexte-là. Donc surtout pour ces suites temporelles, alors forcément j'imagine c'est une niche, mais le volume de données doit croître de manière exponentielle avec tout ce qui est connecté, forcément. Ça doit être monstrueux pour reprendre. Oui, tout à fait. Donc moi je viens du domaine du big data, donc je ne suis pas arrivé là par hasard, c'est qu'on a bien remarqué que le volume de données augmentait exponentiellement et qu'on essaie toujours de faire des dashboards, les mêmes dashboards dessus. Et donc ça, c'est une action de destruction de l'information, en fait. Vous avez beaucoup d'informations, mais à la fin, vous avez toujours un dashboard qui va représenter les résultats. Et on a essayé de prendre le contre-pied de ça et se dire, on ne va pas détruire d'informations, on va proposer à l'humain l'information pertinente. Et alors, comment on identifie ce qui est pertinent? On apprend les fonctionnements normaux, habituels, peu intéressants. Et en fait, quand il va y avoir un nouveau comportement qui va apparaître, on va dire attention, là il se passe quelque chose, est-ce qu'il faudrait plus l'analyser par exemple? Ça prend du temps. Ou ça se fait très vite, justement. Ah non, on fait des gros modèles d'apprentissage. Comme vous l'avez dit, on est dans une niche, donc on a une difficulté en plus, c'est que dans le machine learning, donc c'est le sous-sujet de l'intelligence artificielle dans lequel on travaille, le gros des travaux sont faits d'abord dans l'image, après sur des textes. Et donc les séries temporelles, c'est un peu le parent pauvre de ces sujets-là. Donc la recherche n'est pas du tout finie, c'est extrêmement ouvert, il y a extrêmement de nombreux travaux qui sont en cours. Et donc effectivement, on embauche des docteurs, on travaille avec des chercheurs pour progresser là-dessus. On parlait des compétences, c'est difficile de trouver des compétences. Alors ici, même si on est terre d'IA, est-ce que c'est difficile de trouver des compétences en la matière? Alors, je pense qu'ici, on est vraiment privilégié dans le sens où il y a un ratio de compétences par rapport au nombre de personnes qui est très important. Parce qu'effectivement, on peut dire qu'en Île-de-France, le gros des formations est là-bas, mais il y a tellement plus de postes et tellement plus de monde que ça reste compliqué de recruter. Dans la région, il y a quand même des formations qui sont orientées machine learning.
Et ça, c'est vraiment bien. Donc c'est l'aspect très positif. La difficulté, c'est qu'une fois que les gens sont formés au machine learning, il y a assez peu de chances qu'ils aient une compétence forte sur les séries temporelles. Donc voilà, nous on essaie de recruter des gens qui ont une compétence en machine learning forte, et puis on sait qu'on va devoir les former sur les aspects de séries temporelles. Parce qu'il n'y a pas de formation là-dessus. Non, il n'y a rien de vraiment spécifiquement orienté sur ces sujets-là. Donc vous êtes obligé forcément de le faire en interne, mais au moins Tout vous à avez, fait. D'accord. Quel type d'entreprise vous adressez? Quel type de marché? Alors, comme je vous le disais, jusqu'à présent, on travaillait sur des objets très complexes et probablement des entreprises qui ont beaucoup de données. Donc, jusqu'à présent, c'est principalement des grosses sociétés. Ce n'est pas du tout un objectif de notre part, c'est c'est une réalité du terrain. Donc, effectivement, les grosses sociétés industrielles ont plus de chances d'avoir des machines-outils, des organismes publics de grande taille, comme le CNES par exemple, des sociétés qui ont des satellites dans l'aérospatial, des grosses sociétés industrielles, le marché de la défense. Donc c'est des marchés, on va dire, qui sont un peu plus matures aujourd'hui. Et est-ce qu'on peut imaginer quand même des applications après pour les plus petites, pour toute cette industrie? Alors, il n'y a même pas besoin de les imaginer, les C'est applications ça. existent déjà. La difficulté qu'on a pour l'instant, c'est que les volumes ne sont pas encore suffisants, peut-être, et le ROI, comme c'est des plus petites structures, le ROI est moins important par rapport à l'effort qui est demandé. Un mot Il n'y a aucun doute sur le fait que ça s'améliore et que c'est un marché qui commence à apparaître, en fait. Un mot sur la maintenance prédictive, c'est fait partie de tout ça? Oui, tout à fait. Alors, c'est un cas d'application. Donc là, j'ai une description qui est plus liée à la technologie. Et donc, il y a plusieurs domaines dans lesquels on peut appliquer ça. Donc, clairement, l'un des domaines, c'est la maintenance prédictive. Jusqu'à présent, la maintenance, elle se fait de façon planifiée ou sur panne. Donc là, on voit que on a des objets complexes à maintenir. Ou vous planifiez de visiter votre objet tous les 6 mois et de vérifier qu'il va bien, ou vous essayez de comprendre comment il se comporte et d'aller voir l'objet avant qu'il ait une panne. L'autre avantage de ça, c'est qu'effectivement, vous allez pouvoir limiter les temps de non-fonctionnement. Et donc là, il y a un ROI assez évident. Voilà, souvent, nos prospects nous disent combien leur coûte 1 heure d'arrêt de fonctionnement des machines. Et ça justifie beaucoup l'investissement pour eux, d'aller dans l'IA, ce qui fait peut-être un peu peur, ce qui est peut-être des gros investissements. Mais le besoin est tellement fort que ça justifie le financement. On parlait tout à l'heure justement d'acculturation. Est-ce que tous vos clients justement qui font appel à vous ont ce degré de maturité, de conscience, alors par rapport à ce que ça leur rapporte ou ça les empêche de perdre, oui, mais alors, sinon. il y a vraiment deux types de clients. Donc, il y a ceux qui sont convaincus, que ceux qui font de la data science, qui ont investi déjà il y a quelques années pour monter des équipes de data science, et eux qui veulent vraiment en fait faire mieux de la data science ou qui ont conscience des difficultés du domaine et qui se disent tiens, sur les séries temporelles, on peut faire appel à ESACO. Et de l'autre côté, on a des utilisateurs qui veulent faire de l'IA. Et pour le coup, voilà, même la terminologie qu'ils vont utiliser ne sera pas la même. Hein. C'est des gens qui veulent faire de l'intelligence artificielle, mais qui ne savent pas exactement par quel bout le faire, et puis y avoir un certain nombre de gens qui auraient peur de l'IA. Et donc, dans ces cas-là, on a vraiment, par la pratique, on s'est rendu compte que les projets qui réussissaient, c'est ceux auxquels on n'amène pas juste un modèle de machine learning super bien ou qui a un très bon niveau de précision. C'est une solution qui répond exactement à leurs besoins. Si votre métier, c'est d'aller faire des contrôles de machines sur le terrain justement pour faire de la maintenance, si je vous parle de deep learning, de ResNet, d'EfficientNet, le dernier algo à la mode qui vient de sortir, vous en fichez. Ce qui est important pour vous, c'est qu'on vous dit tiens, ce nouveau système, il t'envoie faire des contrôles, essaye, dis-nous ce que tu en penses. Et il revient, il dit ouais, ça marche vachement bien, je me déplace plus pour rien, tiens. Et donc voilà, là le résultat il est là aussi. C'est une autre forme de ROI, mais il faut vraiment convaincre ces utilisateurs en leur apportant des choses qui ressemblent à ce qu'ils faisaient avant, mais avec une nette amélioration. Donc vous êtes obligé de faire ce travail d'accompagnement, qui n'est pas forcément ce vers quoi vous étiez. Oui, tout à fait. Oui. Il y a un sujet gestion du changement. Ouais. En plus, on est vraiment tous ingénieurs, enfin techniciens dans la technologie depuis toujours chez ESACO. Mais c'est vrai qu'il y a des utilisateurs qui sont réticents. Enfin voilà, on a tous vu des films qui parlent d'intelligence artificielle. Il y a un certain nombre d'utilisateurs ou de gens pour qui ça représente un frein. Un frein psychologique? Oui, tout à fait. Vraiment. D'accord. Ça, vous l'avez vu évoluer. 2011, c'est ça, hein, la création d'ESACO. Oui, tout à fait.
ça commence à faire plus de 10 ans. Comment ça a évolué justement cette prise de conscience, cette maturité vis-à-vis de l'intelligence artificielle? Comment vous avez vu ça? Alors, je pense que la question de l'intérêt de l'intelligence artificielle se posait. Je pense qu'aujourd'hui, il y a peu d'organisations qui vont dire l'intelligence artificielle, peut-être qu'on va en faire, peut-être pas, on ne sait pas. Je pense que les organisations maintenant sont persuadées à haut niveau que stratégiquement, ça vaut le coup de faire de l'intelligence artificielle. Après, de là à dire que donc ça, c'est un vrai progrès. Mais de là à dire que les personnes opérationnelles se disent, tiens, dans mon métier à moi, en fait, ce serait bien que j'utilise un support de l'intelligence artificielle. Là, vraiment, la question se pose et on voit une douce amélioration de la maturité des gens sur ces sujets-là. Il y a encore du travail à faire. Ah oui, tout à là-dessus. fait. Moi, je suis extrêmement confiant, mais je pense vraiment que c'est naissant. Enfin, je pense que tout ce sujet de l'intelligence artificielle, en particulier sur l'analyse de données, on analyse les données de capteurs. Enfin, on est vraiment au tout début des IoT en réalité. Le buzz est déjà passé. Oui. Et là, on commence à faire des vrais déploiements massifs. Donc, c'est vraiment naissant. Et ça va passer par quoi, du coup? Par de la formation, parce que les opérationnels, comment ils vont se rendre compte qu'ils peuvent intégrer de l'IA, justement Alors, je pense que la formation peut aider. Je pense que ce qui va vraiment résoudre le problème, c'est que les opérationnels soient convaincus parce qu'ils vont voir des cas pratiques dans lesquels ils vont... Enfin, quand vous voyez un utilisateur qui n'était pas sûr, hésitant, peut-être prêt à tester jusqu'au bout vraiment si ça marche, et qui revient en disant « Waouh, bah ouais, ça m'a vraiment aidé dans mon métier », bah là, il n'y a plus aucun doute en fait. J'ai plus besoin de vous sortir des métriques statistiques compliquées qui prouvent que mon travail est bon. On est allé jusqu'au bout du sujet, on a mis en pratique et on a vraiment constaté que ça fonctionne. Et Oui. je pense que c'est comme ça que vraiment on engage les utilisateurs, montrer que c'est un levier de compétitivité capital. que ça aide chaque personne dans son métier. Et après, au niveau de l'organisation globale, effectivement, qu'il y a un levier de compétitivité fort. Merci beaucoup. Merci Julien. Je me tourne vers vous, Étienne Perchat. Alors, présentez-nous Transvalor, parce que vous êtes voisin, vous êtes là depuis longtemps et vous êtes finalement assez peu connu du grand public. Chez Transvalor, on fait de la simulation de matériaux. C'est ça? Expliquez-nous. Bonjour. Alors oui, à Transvalor, en fait, on est éditeur de logiciels et on vend des logiciels de simulation des procédés de mise en forme des matériaux. Principalement matériaux métalliques, et on adresse toute la chaîne de valeur, partant du métal liquide, donc ce qui est sidérurgie, fonderie, passant par tous les procédés de forge, et Dieu sait qu'il y en a, en allant sur le soudage, et on est même capable aussi d'adresser la tenue en service des pièces fabriquées, c'est-à-dire l'étude de leur durée de vie, de leur fatigue, et donc de la casse, et donc les problèmes de casse de ces matériaux. Donc, vous adressez toute l'industrie, l'automobile, Oui, alors j'imagine notre marché historique, c'est l'automobile, l'aéronautique, l'énergie. On travaille aussi sur des niches comme l'horlogerie, par exemple. Voilà. On va simuler aussi pour l'horlogerie. Dans une montre, surtout dans les montres de marque, vous avez tout un ensemble de pièces extrêmement complexes qui doivent être fabriquées au micron près, qui ne doivent pas casser, bien sûr. Donc, il ne faut pas perdre ni temps ni argent. Exactement. Et il est extrêmement important pour les industriels de parfaitement maîtriser leurs procédés. Et donc, c'est à ce moment-là que la simulation intervient, puisque ça nous permet de caractériser l'écoulement de matière, de pouvoir, alors en phase amont de conception, ne pas immobiliser l'outil de production pour faire des maquettes, mais de faire une maquette numérique, d'analyser les écoulements, de pouvoir prédire des défauts éventuels et donc les éviter. Et aujourd'hui, maintenant, on regarde plus seulement à l'échelle macroscopique. Ce qui intéresse aussi les industriels, c'est la microstructure. C'est-à-dire comment va évoluer la métallurgie même de la pièce, parce que à une époque où on parle beaucoup de réduction des coûts, d'allègement, on cherche à alléger les pièces, et pour ça, il faut que les propriétés mécaniques soient les plus performantes possibles. On peut voir ça à long terme, vraiment? Ça va prédire... À long terme, c'est ne serait-ce qu'à l'échelle de la fabrication de la pièce. Et alors, est-ce que vous utilisez de l'intelligence artificielle pour réaliser toutes ces simulations-là? Est-ce que ça se fait par des calculs? Puisque Transvalor, c'est depuis les années 80-84, je crois.
Oui, Transvalor est né en 84. Alors, on est une spin-off de l'École des mines de Paris, et en particulier d'un laboratoire qui est sur le site de Sofia, qui s'appelle le CEMEF. En 84, l'intelligence artificielle, elle existait déjà, mais c'était quand même pas ça. Oui. Est-ce que donc toutes ces simulations, ces opérations de simulation, est-ce que vous intégrez de l'intelligence artificielle? Alors, à l'origine, on se base sur des modèles physiques prédictifs, basés sur les équations de la mécanique des fluides. Depuis ce temps, on a intégré des algos qui aujourd'hui sont qualifiés de machine learning, comme par exemple des algorithmes de construction de ce qu'on appelle des métamodèles pour faire de l'optimisation. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, globalement, on n'a pas énormément d'IA dans nos solutions. Par contre, on se rend bien compte qu'il y a une vraie lame de fond et que c'est un mouvement que l'on doit accompagner. Alors, non pas tant pour remplacer ce qu'on fait, mais pour l'augmenter plutôt, parce que les besoins industriels sont extrêmement nombreux. Alors, on parlait de capteurs et de séries temporelles. Aujourd'hui, dans l'industrie, il y a ce qu'on appelle l'industrie 4.0. Donc, nos industriels, ils vont équiper leurs usines de plénitude de capteurs qui vont être un peu partout. Avec ces capteurs, ils vont pouvoir observer leur process, voir les déviations. Et à ce moment-là, à partir du moment qu'il y a une déviation, il faut être capable de proposer une solution. Aujourd'hui, nos outils de simulation, ils seront capables de prédire quelque chose, mais pas dans des temps acceptables, pas dans des temps acceptables à cette échelle-là. Donc, pour être capable de pouvoir proposer une solution correctrice à une déviation observée en in situ, il faut s'asseoir sur des technos qui permettent de faire des prédictions quasiment immédiates, quitte à avoir entraîné un algo pendant des semaines chez nous en local, mais il faut qu'une fois déployé dans l'industrie, on soit capable de fournir une réponse quasiment immédiate. Donc vous êtes à quel stade de l'intégration du coup alors de l'intelligence artificielle? On est malheureusement sur des technos un peu comme les séries temporelles, qui sont encore extrêmement jeunes, qui ont peu été développés par la recherche. On n'est pas dans la reconnaissance d'image. Donc, on est en même temps, on a noué un partenariat avec Centrale Supélec et un hub qui s'appelle le Hub IA, situé sur le plateau de Saclay, où on cherche à développer des nouveaux algos. Et on commence à intégrer certaines méthodes dans nos logiciels. Mais c'est encore très jeune. Mais vos clients vous le demandent? Nos clients nous le demandent, ou nos clients, en tout cas, attendent de nous qu'on puisse proposer quelque chose. Mais les domaines d'utilisation de l'IA dans notre métier sont multiples. Parce que là, donc, je citais un exemple. Alors, il y a énormément la question de la réponse extrêmement rapide. Je pose une question et je veux la réponse de suite. Ce qu'aujourd'hui, on ne sait pas proposer. Mais après, il y a aussi, un peu en parallèle, des problématiques d'optimisation. Je cherche à optimiser mon procédé, donc je suis en phase de conception. Je veux couvrir donc tout un espace de paramètres. Aujourd'hui, ça va coûter extrêmement cher de couvrir cet espace. On peut imaginer couvrir avec la simulation une partie de l'espace des paramètres et utiliser des technos de machine learning de manière à pouvoir paver encore mieux l'espace ou aider l'algorithme à aller chercher des individus intéressants pour cette optimisation. Vous avez parlé vous êtes effectivement une spin-off, mais vous avez parlé de ce lien que vous avez avec le monde académique. Oui. C'est la force de Transvalor depuis sa création, avec l'école des mines de Paris, avec le CEMEF aussi. C'est une manière de toujours être justement à jour dans l'innovation, de toujours être en avant par rapport à vos concurrents, puisqu'on imagine que c'est un secteur extrêmement concurrentiel. Oui, alors il y a un certain nombre de concurrents sur ce marché-là. Après, c'est vraiment dans notre ADN. On est, la plupart, en tout cas les techniques, on est des anciens chercheurs qui sommes sortis pour beaucoup du CEMEF ou d'autres labos. Et on a toujours, dans les missions à l'origine de la création de Transvalor, on avait une mission de valorisation, d'où le Valor, de valorisation de la recherche scientifique. Et on a fonctionné depuis notre création dans une sorte de cercle vertueux, avec d'une part les industriels qui avaient des besoins qui s'adressaient à la recherche qui réalisait ses travaux, et nous on était juste là pour accompagner ces travaux, les intégrer, les industrialiser dans le logiciel, pour pouvoir très rapidement les mettre sur le marché.
Et par cette mise sur le marché, ça générait de nouvelles questions, de nouvelles problématiques qui allaient de nouveau irriguer la recherche. Et donc, on a toujours travaillé sur ce cercle vertueux avec ce lien industrie et recherche qui est très fort. Et vous continuez donc notamment avec Centrale Supélec et cette chaire sur l'intelligence artificielle qui a été Exactement. lancée aussi. Mais aussi avec encore les acteurs historiques comme le CEMEF, parce que ce qu'on va chercher vers Centrale Supélec, c'est le développement de méthodes, d'algorithmes qui n'ont pas encore été inventés aujourd'hui, qui vont s'appliquer à nos problématiques. Par contre, avec les chercheurs, par exemple, du CEMEF ou de l'École des mines de Paris, eux, ils sont au fait des problématiques industrielles et ils se posent en utilisateurs de ces technos-là. Donc c'est complémentaire. Donc vous êtes vraiment l'illustration de cet écosystème dont on parlait tant depuis tout à l'heure, de cette richesse-là, particulièrement sur Sophia. Vous en êtes Je l'espère en tout cas. Une question pour tous les trois, messieurs. Est-ce qu'aujourd'hui, clairement, l'industrie ne peut pas évoluer ou peut évoluer sans intelligence artificielle? Question très simple. Je pense que l'industrie aujourd'hui, elle peut évoluer sans intelligence artificielle, mais c'est ce qu'on dit depuis le début, pas à la même vitesse du coup. Puisqu'aujourd'hui, je pense qu'il faut quand même faire ce distinguo entre l'intelligence artificielle, comme monsieur disait, qu'on voit dans les films, et celle qui est la réalité aujourd'hui. Je vais reprendre l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Ça nous permet de démobiliser un technicien devant une machine. Donc, en temps humain, ça nous permet d'avoir quelqu'un qui va réfléchir avec son cerveau sur d'autres problématiques. Donc, on a vraiment cette nécessité aujourd'hui d'utiliser l'intelligence artificielle à bon escient dans nos technologies, dans notre industrie, pour gagner du temps et remettre l'humain au centre de justement cette industrie. C'est l'un des atouts. On dit toujours ne pas remplacer l'humain, mais lui faire gagner du temps. Oui, exactement. Je vous en prie. Je crois qu'il y a un choix de compétitivité aussi, où on fait le choix de continuer à faire tout ce qu'on a toujours fait, et puis on laisse d'autres territoires investir massivement dans l'innovation et gagner, ou alors c'est nous qui choisissons d'investir dans l'innovation. Le choix reste à faire. Étienne ? Pour ma part, je pense que c'est une nécessité. Il y a un train qui est en train de passer. Alors, il y a beaucoup de fantasmes aussi autour de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas une baguette magique, mais il y a quand même des technos qui sont vraiment en rupture. Et si nous, on ne les prend pas, d'autres les prendront et on restera sur le bord du chemin. Est-ce qu'on a tout ce qu'il faut ici pour prendre ce train? Alors, on ne va pas faire de politique. Sincèrement, vous qui êtes tous les mains dans le cambouis, est-ce qu'on a tout ce qu'il faut ici en termes de formation, de centres de recherche, de start-up, de PMI Alors, en termes de formation, oui, sûrement. Après, je pense que c'est une problématique pour beaucoup d'industriels aujourd'hui. On a tous des problèmes de recrutement. Aujourd'hui, il est difficile de trouver des talents et il est difficile de les conserver. Clairement, il est difficile aujourd'hui, merci, de recruter et de conserver les talents. C'est le frein numéro 1 aujourd'hui? C'est un des freins. C'est un des freins. Après, on a aussi des choses qui sont incompressibles. Il faut du temps, il y a de la maturation nécessaire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si on avait plus de bras pour avancer sur tous les sujets possibles qu'on veut explorer, on le ferait. Il y a de quoi faire. Je vais rester sur les mêmes problématiques. Et en prenant notre exemple à nous, aujourd'hui on est 15. Techniquement, si on veut avancer sur le rythme de croisière qu'on a actuellement et de pouvoir être tranquille et de continuer à tenir ce rythme de croisière, on devrait être 30 ou 40. Sauf que malheureusement, les talents aujourd'hui sont rares et difficiles à trouver, difficiles à garder, surtout pour des startups comme nous, face à des GAFAM ou des grands comptes qui proposent des salaires et des équipements toujours plus attrayants. On a quand même aujourd'hui un shift, je trouve, moi au niveau de mes équipes, par exemple de stagiaires qui ont décidé de venir chez nous, petite entreprise de Sophia Antipolis, plutôt que chez des grands comptes, parce qu'ils voient que la vision de la start-up évolue. Mais voilà, on a toujours, comme disait monsieur, ces problèmes de recrutement qui ne sont pas facilités par ce qu'on doit payer en plus pour recruter ces talents. Merci beaucoup à tous les trois. Merci, messieurs. Merci.